L'actualité de l'Olympique de Marseille est particulièrement chargée en ce 27 juin 2025, notamment au vu de la publication du calendrier officiel de la Ligue 1. On connaît désormais les dates de la plupart des rencontres et des journées de Ligue 1, notamment les premiers adversaires de l'Olympique de Marseille. On va parler de ça dans cette vidéo. On va faire encore un petit point d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille en voix off. On a également des dossiers mercato à évoquer, notamment le dossier Evan Ndika, dont on avait déjà parlé hier dans la dernière vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Massia Zone pour ne rien manquer du meilleur de l'actualité de l'Olympique de Marseille et de son analyse, et également nous suivre sur nos comptes X, Instagram et TikTok pour ne rien manquer. Donc on peut commencer du coup avec le dossier Evan Ndika qu'on avait donc évoqué lors de la dernière vidéo hier. On a eu des nouvelles informations concernant ce dossier et alors que la piste semblait surprenante, notamment ce qui était évoqué en échange avec Ismaël Koné, eh bien la piste s'est refroidie logiquement ces dernières heures, notamment en ce qui concerne un potentiel deal Koné plus de l'argent contre Evan Ndika. Je tiens à rappeler bien évidemment en introduction que ce qui permet, le contexte qui permettait de penser un tel deal et que la Roma tout simplement doit absolument vendre avant le 30 juin pour des raisons comptables. Et donc, on a appris tout d'abord, de par une source peu fiable, du coup, qu'on a classé bronze sur le média, un média spécialisé sur la Roma 24, que Evan Ndika ne serait pas enthousiaste à l'idée de rejoindre l'OM et que le défenseur privilégiait la première ligue. On a eu la confirmation du fait que le deal était en stand-by par Di Marzio. Ce problème serait lié avant tout à des divergences sur la valorisation des deux joueurs. Et donc, le deal connaît Ndika semble difficile à réaliser. C'est plutôt logique en réalité, puisque la Roma a surtout besoin de vendre. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher Ismaël Koné, bien que c'est un joueur qui était dans les radars du club il y a un an, du club romain, qui a été recruté par le directeur sportif Frédéric Massara à Rennes. Vendre Ndika, c'est vraiment quelque chose qui est fait à contre-cœur et c'est un véritable sacrifice par la Roma, pour la Roma. C'est juste qu'ils n'ont pas de valeur marchande à faire partir pour répondre au bilan comptable. Le club a essayé de tout faire pour éviter de le vendre. Ils essayent encore de faire en sorte à ce que Angelino parte en Arabie Saoudite pour une vingtaine de millions d'euros afin d'éviter de vendre leur meilleur défenseur. En tout cas, un deal avec Koné semble difficilement envisageable. Donc pour ces soucis de valorisation, on rappelle qu'Ismaël Koné est estimé à environ 12 millions d'euros, alors que Evan Ndika est de ce côté estimé aux alentours des 30 millions d'euros. La Roma attend d'ailleurs une somme de 25 millions d'euros qui est légèrement inférieure à sa valeur marchande sur Transfermarkt et les Italiens ne veulent donc pas entendre parler d'échanges comme on l'a déjà dit. Cependant, on a eu d'autres informations plus récentes indiquant que l'homme était toujours en avance dans le dossier Ndika, donc on imagine qu'il ne s'agit plus d'un échange potentiel avec Ismaël Koné, mais bien d'un achat sec. On sait aussi que Galatasaray serait intéressé par le joueur. Et on a eu d'autres informations également concernant Ndika de la part de Foot Mercato, je ne l'ai pas sous les yeux actuellement, mais qui indiquait que le joueur n'était pas contre un transfert à l'OM, contrairement à ce qui était annoncé par la Roma 24 jusqu'ici. Donc on va attendre pour ce dossier, mais en tout cas ce serait intéressant de réaliser cette opportunité de marché. C'est vraiment une belle opportunité de marché, Ndika, et sans forcément le prendre en prêt, le prendre en achat sec pour une vingtaine de millions d'euros. Alors, bien évidemment, dans l'idée, il faudrait peut-être patienter et faire en sorte à ce que la Roma soit vraiment dans les pires conditions pour plier, profiter du fait qu'ils ont besoin de vendre pour l'avoir au rabais. Mais avoir Ndika, qui est le joueur en Serie A qui a disputé le plus de minutes de jeu la saison passée, parce que je crois qu'il a raté absolument aucune minute de jeu, qui est un élément hyper fiable de la Roma, qui est gaucher, qui est fort avec ballon, qui a des vraies qualités défensives, qui avait déjà prouvé à Francfort, et que moi je trouve qu'il est simplement un des meilleurs centraux de Serie A sans être forcément le meilleur. Ça peut être vraiment le binôme parfait avec. Il peut faire il peut constituer un binôme idéal avec Leonardo Balerdi et imaginer une défense Medina arrière gauche, Ndika, Balerdi, Murillo ou un autre latéral droit que Murillo. Franchement, ça aurait de la gueule pour la Ligue des Champions. Et voilà, c'est une opportunité de marché exceptionnelle. Je l'avais déjà dit hier, donc on va suivre ce dossier avec attention. En tout cas, il devrait se conclure avant le 30 juin, hein, parce que si la Roma a vendu Angelino en attendant, bah, le dossier est mort pour l'OM. Et si la Roma n'a vendu personne d'ici à demain ou après-demain, bah, il ne serait pas étonnant de voir une accélération dans le dossier, que ce soit l'OM ou un autre club. En parlant de l'Olympique de Marseille, on va s'intéresser désormais, en parlant des échéances plutôt de l'Olympique de Marseille, parce qu'on ne parle que de l'Olympique de Marseille logiquement sur cette chaîne. On va parler du calendrier qui attend l'OM dans les prochaines semaines. Tout d'abord avec les rencontres amicales, mais également avec le calendrier concernant la Ligue 1. L'OM affrontera bien Al Jazeera à Andorre le 26 juillet. Les dates officielles ont été communiquées. D'ailleurs, la billetterie est disponible et est ouverte. Donc c'est sur le site de la Air Cup, le tournoi que va disputer l'OM. Il y aura donc un match à Andorre contre les coéquipiers de Nabil Fekir, le club émirati d'Al Jazeera, et un match à Tarragone contre le FC Valence,
le 29 juillet. Alors, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait pour le tournoi, vu qu'on est sûr d'affronter 2 équipes, mais c'est une compétition qui est vendue comme un tournoi et généralement les tournois amicaux, bah, il y a demi-finale et finale. Là, j'ai l'impression que ça serait plus sous format championnat, mais j'ai l'impression que pas toutes les équipes s'affrontent. Donc j'ai du mal à comprendre la programmation de ce tournoi entre guillemets et ce qui va se passer. En tout cas, l'OM va affronter 2 équipes sur cette fin juillet dans le cadre de cette compétition. Donc premier match le 26 juillet, le deuxième le 29 juillet, 2 lieux différents et encore une fois pour la billetterie, allez sur le site, sur le compte Instagram de l'AR Cup, c'est disponible dans leur description. Bon, après, les billets sont quand même assez chers parce que il me semble que le prix de départ c'est 30 € et que c'est environ 50 € la place pour un match qui joue à Andorre, un match amical entre Al Jazeera et l'OM. Je trouve ça un peu étrange. Venons-en aux matchs qui vont vraiment nous intéresser, parce que ce seront les premiers matchs officiels et les premiers matchs qui vont compter. L'OM retrouvera le Stade Rennais pour la première ainsi que pour la dernière journée de Ligue 1. On les avait affrontés pour la dernière journée de Ligue 1 cette saison. On les retrouvera donc le week-end du 15 août. À voir si ça sera le dimanche soir ou le vendredi soir, mais en tout cas un premier choc pour commencer la saison, un déplacement. Alors certes, Rennes reste sur une saison difficile, mais on imagine qu'ils vont faire en sorte de se reconstruire cet été. On a vu qu'ils sont déjà particulièrement actifs sur le marché des transferts, qu'il va y avoir encore des changements. Et ce sera donc peut-être pas le même Stade Rennais que la saison passée. Donc match compliqué pour commencer, mais match qui hype déjà, puisque se déplacer à Rennes, voilà, c'est quand même un premier affrontement. Il faudra directement être prêt pour les premières échéances, surtout que l'OM aura beaucoup à jouer sur ces 2 premiers mois de compétition, avec notamment les 2 premières journées de Champions League et les premières journées en Ligue 1. Voilà, un match intéressant avec ce déplacement du côté du Stade Rennais. À savoir également que les dates des Classicos ont filtré. L'OM recevra le PSG au Vélodrome le 21 septembre. Classique assez tôt dans la saison au Vélodrome, comme lors de la saison passée. Premier match au Vélodrome, match retour au Parc des Princes, il me semble que c'est le 8 février. Donc voilà, on aura déjà un match de gala en Ligue 1 au mois de septembre, match qui interviendra juste avant enfin juste après plutôt la première journée de Champions League. Donc on devra enchaîner un match de Champions League et le Classico, en sachant que le match juste avant en Ligue 1, le match avant la journée de Champions League et le match avant le Classico sera face à Lorient à domicile. Donc si on reçoit une belle équipe ou qu'on se déplace face à une belle équipe en Champions League dans la semaine, ça pourrait être intéressant d'avoir 2 gros matchs dans la même semaine, en sachant que la journée de Champions League aura lieu du mardi au jeudi et que donc le Classico aura lieu certainement le dimanche soir. L'OM pourrait jouer aussi bien le jeudi que le mardi ou le mercredi en Champions League lors de la première journée, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus globalement, on a le calendrier de Ligue 1 sous les yeux et l'OM a quand même un sacré mois d'août qui est bien évidemment conditionné au maintien de Lyon en Ligue 1, puisque l'OM, comme on l'a dit, démarra à l'extérieur contre Rennes, puis recevra le Paris FC avant de se déplacer soit à Lyon, soit à Reims. Ensuite, on enchaînera avec les réceptions de Lorient, du PSG et un déplacement à Strasbourg. Donc ces 6 premiers matchs en Ligue 1 qui sont quand même assez compliqués, on va dire, même si par exemple pour Lyon, on sait que s'ils sont maintenus en Ligue 1, bah ça sera pas un Lyon compétitif et même Lyon c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien sur les 3 dernières saisons, sur les 3-4 dernières saisons. Il y a quand même un déplacement à Strasbourg qui est toujours particulier et c'est une équipe contre laquelle on a eu pas mal de mal. La réception d'un promu, on sait qu'on a eu plutôt du mal face aux équipes de bas de tableau la saison passée avec Roberto De Zerbi. Mais voilà, en tout cas, la réception du Paris FC, premier match au Vélodrome, ça va être un match intéressant face à un promu qui a des vraies ambitions. On verra donc ce que va nous livrer cet Olympique de Marseille lors de ces 2 premiers mois de compétition. Mais en tout cas, c'est 2 premiers mois assez chargés. Le mois d'octobre est un peu plus light avec notamment les matchs contre Metz, Le Havre, Angers, même s'il y aura ce déplacement à Lens. Moi, les 2 dates que j'ai regardées en particulier sont bien évidemment les matchs contre Auxerre. C'est évidemment une blague, mais on a eu pas mal de difficultés contre eux la saison passée. On va se déplacer à Auxerre au mois de novembre. Et puis, il y aura une semaine assez particulière. Il me semble que c'est le début février où l'Olympique de Marseille, du coup, passera une semaine à Paris pour 2 déplacements face au Paris FC et au Paris Saint-Germain. Peut-être que les semaines compliquées qu'il va falloir retenir également, c'est au mois de décembre, match face au LOSC, un déplacement, match de Champions League ensuite et réception de Monaco. Il y aura ensuite la CAN et les canistes devraient manquer les rencontres face à Nantes et Angers, voire Lens et la journée de Ligue des Champions en cas de finale de Cannes pour un de nos canistes. Mais globalement, dans l'idée, il ne devrait pas rater de match de Ligue des Champions à moins d'une finale. Donc voilà pour le calendrier de l'Olympique de Marseille. Comme on l'a dit, hein, les 2 déplacements à Paris en février. Mais voilà, c'est un calendrier qui est assez chargé sur le début. Mais voilà, quand on a un club ambitieux qui veut jouer sur les 2 tableaux,
bah, on doit faire avec. Il y aura également la Champions League, comme je l'ai dit. On aura des beaux enchaînements, hein. Comme j'ai dit, au mois de décembre, un enchaînement assez sympa avec Lille, un club de Ligue des Champions Monaco, l'enchaînement avec le Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai hâte de cette saison parce qu'on s'est fait un peu chier cette année avec le fait que l'OM jouait tous les 7 jours. Et je suis pas totalement d'accord avec les gens qui estiment que ça peut faciliter une équipe dans sa saison. Au contraire, je pense que jouer tous les 3 jours, c'est plus simple. Ça permet d'enchaîner, ça permet en cas de contre-performance de se racheter 3 jours après. Ça permet également de consolider des séries. Quand on est dans une bonne passe, c'est bien de jouer plusieurs matchs et de pouvoir enchaîner. Et surtout, ce qui est particulièrement sympathique, c'est que bah, on va avoir des belles confrontations dès le début, que ce soit avec la Champions League ou la Ligue 1. Donc j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez du calendrier de l'OM, si vous trouvez que le début de saison est compliqué, si vous pensez que l'OM doit absolument réussir son début de saison pour réussir sa saison. Combien de points vous pensez que nos Olympiens vont prendre au cours de ces premières journées? Voilà, vous me le dites en commentaire. On va continuer avec des dossiers mercato et notamment une des priorités de l'Olympique de Marseille qu'on a évoqué depuis le début de l'ouverture du marché des transferts, c'est la volonté de conserver ses cadres. Et apparemment, l'Olympique de Marseille aurait fait la promesse cet été à son entraîneur Roberto De Zerbi de conserver ses cadres. Ça commence avec Leonardo Ballardi qui a fait l'objet de sollicitations venues d'Italie. On avait parlé de la Roma, de la Juventus, mais également d'Espagne, d'Angleterre et d'Allemagne. Mais l'OM, dans la continuité des informations qu'on rapportait ces derniers jours, n'est absolument pas vendeur. Idem pour Adrien Rabiot, qui a totalement rassuré l'OM concernant son avenir avant de partir en vacances, et donc il devrait rester à l'Olympique de Marseille sans aucun doute, selon la direction, qui est très sereine concernant son avenir, en sachant que le joueur, encore une fois, a envie de disputer la Champions League avec l'OM. Également Mason Greenwood, dont on avait commencé à parler hier, selon la Provence déjà, ça a été confirmé par RMC. Greenwood sera marseillais, sauf folie financière. Et donc c'est quand même quelque chose qui a fait l'objet des discussions entre Roberto De Zerbi et la direction, la capacité et la volonté du club à conserver les joueurs majeurs cet été. On sait que si on prend l'exemple de la dernière qualification Ligue des Champions, on se rappelle que Saliba, Camara étaient partis, que Payet commençait à se faire vieux. Là, on va conserver nos éléments les plus importants et quand on est dans un projet qui se veut stable, c'est peut-être même plus important qu'autre chose parce que on peut parler des recrues, mais l'OM a déjà un socle de 7-8 joueurs titulaires, de cadres de son effectif à absolument conserver, chose qu'on n'avait pas forcément sur les dernières saisons et c'est absolument une super nouvelle. Est-ce que ce socle sera renforcé par l'arrivée d'un numéro 9? On a 2 noms qui sont évoqués actuellement pour l'Olympique de Marseille. Mathis Sabine, dont on avait déjà parlé, mais surtout Hamza Igaman, qui est un peu dans les petits papiers depuis plusieurs mois. Là, la rumeur semble concrète. Toutefois, ce qu'il faut savoir avec l'attaquant marocain de 22 ans qui évolue du côté des Rangers et qui est estimé à 7 millions d'euros, c'est que Lille est très avancé sur le dossier et que Lille est proche de le boucler. Ils ont déjà un accord contractuel avec lui. Donc, à voir si l'OM a la capacité d'hijack le deal et de faire signer Igaman malgré son accord contractuel avec le LOSC. En tout cas, concernant Igaman, il avait réalisé 6 premiers mois incroyables en début de saison avec la formation écossaise, mais il semble qu'il avait fini remplaçant et que ça avait été un peu plus compliqué sur la deuxième partie de saison. Il avait inscrit que 4 buts. Il avait notamment été buteur en Europa League avec 4 réalisations, 11 réalisations en championnat, mais encore une fois, ça a été plus compliqué pour la suite de la saison parce que du coup, il a tout simplement pas beaucoup joué après le mercato de janvier. Je crois qu'il a perdu sa place. Mais en tout cas, à voir. Ça peut être un profil intéressant pour concurrencer Amin Gouiri. Maintenant, il y a une problématique avec Hamza Gaman, c'est qu'il va disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a dit qu'on perdait Gouiri pour 2 matchs. À quoi ça sert d'aller chercher un remplaçant à Gouiri encore plus dans le cas où si l'Algérie va jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations et là, il pourrait rater une journée de Champions League, d'aller chercher un joueur qui est aussi africain et qui joue aussi pour une grosse nation africaine, qui en plus va jouer à domicile au cours de la CAN et qui pourrait aller très loin. Donc je suis pas moi très friand de cette idée à Hamza Yamal, je reconnais bien évidemment des qualités et plus globalement de ce que j'ai vu footballistiquement de lui parce que c'est un nom qui était évoqué au mois de janvier. Je trouve que c'est encore limité techniquement. Il a des vraies qualités, hein, des vraies qualités de finition, de combativité. C'est un profil qui est très plaisant, mais moi je trouve ça un peu limité pour être attaquant à l'Olympique de Marseille. En doublure, je trouve que c'est très bien. Maintenant, ton titulaire, c'est Amine Gouiri, et je pense que le joueur qui va venir derrière lui, bah, il faut qu'il connaisse la Ligue 1. Faut qu'il apporte des certitudes, que ce soit pas un pari. Et en ce sens, je préfère davantage Mathis Sabline. Mathis Sabline, qui est d'ailleurs ciblé par le Paris FC. Je pense que ce serait vraiment un super coup pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la piste Gigaman, de ce que vous pensez de Mathis Sabline. Votre avis également sur le calendrier qui a été publié. Nous, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos
sur Bastia Zone, d'analyse de l'actualité et d'analyse tout court. Il y aura un retour du podcast dans la zone dans les prochains jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine et allez l'OM!